Bien, bonjour. Alors, si on a eu donc les 3 enterrements et les 4 mariages, voire 5, eh bien, si effectivement il y a bien 3 enterrements, eh bien, maintenant c'est la nuit des morts vivants. Parce que on considère que ce que mon collègue a enterré, eh bien, n'est pas si enterré que ça. Et pour reprendre la question qui a été posée tout à l'heure sur les éventuels effets de mode que subirait la formation aujourd'hui, eh bien, quand il nous dit qu'on a enterré l'illusion, une rationalisation de la formation, moi je ne vois que des procédures, des procédés, des dispositifs, des règles, des règlements, des lois qui vont toutes dans la même direction, rationaliser la formation, faire en sorte qu'elle soit de plus en plus inscrite dans la logique économique. Alors, heureusement, ma collègue m'a complètement décomplexé. Elle m'aurait présenté comme prof de sciences d'éducation, j'étais perdu, mais elle m'a dit que j'étais économiste. Alors je peux y aller, économiste. Donc. C'est vrai, si je peux me permettre, il y a un paradoxe entre une demande de souplesse excessive et des normalisations excessives aussi. C'est cette dialectique, l'économie a toujours vécu comme ça. L'économie, comme disait un grand banquier dans les années 70, où vraiment ça bougeait un peu moins qu'aujourd'hui quand même. Il disait l'économie, c'est la perturbation. Voilà, nous sommes. La perturbation, c'est simplement des règles, des dérèglements qui exigent des réajustements plus ou moins profonds. De la même manière, la question de se dire que l'accès au savoir comme émancipation, certes, c'est peut-être le thème de l'émancipation qui est perdu. Ça je veux bien le croire. L'émancipation en elle-même. Mais dire que l'accès au savoir n'est plus aujourd'hui un passage obligé pour tout le monde. On a parlé du rapport avec la formation initiale, on connaît de en parler, on ne parlera pas tellement, mais de la naissance à l'âge adulte avancé, puisqu'aujourd'hui se pose la question du maintien des seniors en activité, et la préparation à la retraite, on sera plus courte, alors ça on va peut-être moins se préparer, eh bien, on est dans une logique d'accès au savoir obligé. Et le seul moyen de continuer d'exister, c'est l'accès au savoir. Il y a un savoir, d'ailleurs, là on est complètement dans le thème de la journée, un savoir validé, reconnu, certifié, et troisième idée, le capital humain, une rigolade du grand capital qui aurait voulu nous faire croire dans les années 70 qu'il pourrait y avoir une convergence entre les intérêts des entreprises et les intérêts des salariés. Je ne vois que ça aujourd'hui. Je veux dire, en 2010, alors on parle moins peut-être, ou même plus tellement. Je crois que l'OCDE est quand même un pourvoyeur de modèles, je ne dis pas de théorie, s'il vous plaît, de modèles très forts dans ce domaine. On est quand même encore aujourd'hui dans une unité, et peut-être encore plus aujourd'hui. C'est vrai que la loi, on ne va pas en discuter parce que c'est ça, un débat à lui tout seul. La loi de 71 est très ambiguë sur cette question. Elle ouvre à la fois la possibilité d'une poursuite de l'éducation permanente, mais elle ouvre surtout, c'est d'ailleurs pourquoi on a dit que c'était ouvrir un peu la boîte de Pandore, elle ouvre surtout à cette convergence, à l'institutionnalisation de cette convergence entre les besoins des entreprises et les besoins de développement des personnes. Alors dire qu'aujourd'hui on devrait enterrer ça, donc on se balade dans la nuit des morts vivants, moi je ne peux pas faire autrement, je suis désolé. Donc je commence. J'ai quand même un petit peu triché pour faire science d'éducation justement. J'ai repris le titre qui m'était proposé, alors j'ai simplifié TLV, c'est tout au long de la vie, vous avez compris évidemment. Le titre qu'on m'avait demandé, c'est Formation des compétences tout au long de la vie. J'ai mis un sous-titre quand même parce que je tenais actualité de l'éducation des adultes. Vous voyez quand même que j'ai quand même de beaux restes malgré mon économisme. Et je tiens parce que je crois que c'était en fait dans cette espèce de dialectique ou je ne sais pas comment dire, cette tension, on va dire plutôt, cette tension entre la logique compétence et aujourd'hui inscrite tout au long de la vie et je dirais l'idéal de l'éducation des adultes que je voudrais situer malgré tout ma proposition, ma communication. Alors, pour ce qui concerne la problématisation, puisqu'un universitaire, ça commence toujours par ça, on problématise. La problématisation, donc ce serait d'ailleurs commencer d'une certaine manière à mettre le titre de ma communication un peu au rencard, puisque d'abord la logique compétence, j'ai beau être économiste, elle ne s'y est pas, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans ma présentation. Mais cette logique de compétence, surtout quand les compétences sont au pluriel, quand on commence à faire des séries, des classements, des référentiels, j'en passe, c'est-à-dire que je ne sais plus de quoi on parle.
J'aime beaucoup l'approche d'un Yves Schwartz, on a parlé du tonton, maintenant je parle du neveu. J'aime beaucoup l'approche de Yves Schwartz, bon, ex-Marseille, c'est plus Nancy, d'accord, bon. Mais ces ingrédients de la compétence, j'aime assez. Et depuis que Le Botter s'est maintenant converti depuis le dernier numéro de l'actualité de la revue, l'actualité de la formation permanente, à la compétence, et comme dit, pour une approche intelligente, il disait le dernier numéro, ça vaut le coup, et pour les faux hadiths, le dossier, il est remarquable. Mais là, donc, l'article de Le Botter sur une approche intelligente de la compétence. Donc, ce singulier m'intéresse, et je crois que si on peut garder les compétences, c'est en pensant à la compétence. Et pour ce qui concerne le tout au long de la vie, bon, ce qui me fait peur un petit peu, et en plein débat sur l'âge de la retraite, l'âge légal de la retraite, vous comprendrez que ça me fait encore un peu plus peur, c'est qu'avec ce tout au long de la vie, peut-être que s'éteindrait l'idée qu'il y a des âges de la vie. Alors, bon, je ne veux pas jouer au vieux, j'y suis, mais je n'ai pas besoin de jouer, mais disons, celui qui se dit quand même les âges de la vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, tout ça. Bon, ça fait longtemps qu'on nous annonce, il y a eu un débat, un colloque de démographes à la fin des années 80 déjà qui nous disait la fin des âges de la vie. Donc vous voyez, c'est un moment déjà, mais malgré tout, je crois que ces âges de la vie et la discussion qui est à l'heure actuelle sur l'âge légal de la retraite, bon, il y a autre chose derrière, mais il y a aussi cet aspect-là, cet aspect que on ne peut pas être tendu en permanence dans son être par cette formation, cette injonction à se former tout au long de la vie, sans que puisse se dessiner à un moment ou à un autre des moments particuliers, l'adolescence. Il ne suffit pas d'annoncer, comme je viens de le faire d'ailleurs moi-même tout à un instant, mais d'annoncer la fin de l'âge adulte pour que, ipso facto, eh bien, tout au long de la vie s'impose comme une évidence. Alors, je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais développer ce sujet en 4 points. Alors, je ne sais pas si ce sont des enterrements, mais bon, c'est en tous les cas des figures de proue. La première, c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, contexte qui me semble d'autant plus important que, bon, même si il tient beaucoup en sciences humaines et sociales, il tient beaucoup à cette idée que le contexte n'explique jamais rien, mais il permet de comprendre. C'est-à-dire, il permet d'établir des relations qui sont rarement des relations de cause à effet, mais qui permettent quand même de situer les choses et de les situer dans une histoire. Un peu ce qu'a commencé mon collègue tout à l'heure, à travers l'histoire, l'idée, je dirais, de formation et ce qu'il a accompagné. Mais je crois que c'est ça qui me paraît important que je parle du contexte, et j'ai intitulé ça « Changement et facteurs de changement ». Et dans ces changements et facteurs de changement, j'en vois 3 essentiellement, 2 qui sont déjà devant vous. La première, c'est la place des savoirs. Alors là, je vais être très rapide, c'est presque des fadaises, mais il faut le rappeler. Alors, quand je parle de la place des savoirs, c'est déjà cette émergence de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on appelle aujourd'hui culture scientifique, mais qui n'empêche pas, pour reprendre l'expression d'économiste, une rationalité limitée. Tout à l'heure, j'avais aussi envie de poser la question, puisqu'il a été question de la fin du progrès, effectivement, puisqu'il a été question aussi de former tout au long de la vie, comment peut-on être dans une société qui forme tout au long de la vie et continuer de voir se développer des comportements apparemment totalement irrationnels. Donc, c'est cette tension entre une culture scientifique très fortement appuyée par la raison et des comportements qui restent très fortement marqués par l'irraison, qui me semble le premier élément à relever lorsqu'on parle de la place des savoirs. Le deuxième élément, c'est, je reprends des expressions consacrées qui ne sont pas du tout des concepts, l'expression de société cognitive et d'économie des savoirs. Alors, vous pouvez jouer sur les mots société des savoirs, économie cognitive, ça m'est presque égal. Ce qui est important, c'est qu'il y a l'idée que lorsqu'on parle de société cognitive, ce qui distingue, et ce qui distingue de plus en plus, et là on est au cœur du sujet de la reconnaissance et la certification des savoirs, ce qui distingue le plus souvent, le plus nettement les individus aujourd'hui, c'est le savoir et, comme je le verrai un peu plus loin, le rapport au savoir. Et puis, l'économie des savoirs, ou l'économie des savoirs, comme je l'ai mis ici, ou l'économie de la connaissance, c'est cette idée qu'aujourd'hui, la valeur, ce qui crée l'économie,
la valeur est essentiellement fondée sur les savoirs. Alors après, la question est de savoir, justement, quels sont les savoirs qui sont en jeu lorsqu'on dit une valeur fondée sur les savoirs. On aura l'occasion d'y revenir. Deuxième élément du contexte, c'est ce que j'appelle incertitude et risque. Encore tarte à la crème aujourd'hui, dans les médias et un peu partout, avec malgré tout cette idée qu'à travers des projets, et la dynamique des projets, ça a été dit tout à l'heure, on pourrait mettre un peu d'ordre dans cette incertitude et ces risques. Bon, entre nous, mais vraiment entre nous, depuis que j'ai appris que l'école privée hors contrat, s'il vous plaît, qui à Bordeaux accueillait les catholiques très traditionnalistes et racistes, excusez-moi du terme, qui a fait un peu l'objet, disons, de l'actualité il y a une quinzaine de jours, s'appelle Saint Projet. Si, je regarde. Saint Projet, je sais pas où je suis un peu plus tatillon sur l'éducation. Mais bon, je passe sur cette idée. Ce qui me paraît surtout important, c'est que à travers l'incertitude et les risques, eh bien, il y a cette tentative, alors je n'ose pas dire de rationalisation, en tout cas de maîtriser quelque chose, et c'est ça finalement, ce qui est la dynamique des projets. Cela dit, tout ça se développe dans un contexte qui est marqué par ce qu'il faut bien appeler une précarisation. Alors, une précarisation nouvelle, qui n'a rien à voir, ou pas grand-chose, ou peut-être pas tellement de choses à voir avec la précarité qu'on a connu, si on peut dire, que nos pays ont connu au XIXe siècle, Zola a très fortement mis en valeur, ou même si on remonte plus loin, les Gaulois et le ciel qui leur tombaient sur la tête, on a une précarité qui aujourd'hui est à la fois informée, c'est quand même nouveau, on ne peut plus imaginer que le ciel nous tombe sur la tête, mais on sait tout ce qui peut nous tomber sur la tête, c'est quand même nouveau ça, c'est ce qu'on appelle une précarité informée. On a une précarité un peu sécurisée aussi, quand même. Depuis le temps, on a mis en place une sécurité sociale, on a mis en place tout un ensemble de dispositifs qui protègent un certain nombre de choses. Sécurisé aussi parce que le niveau de vie, malgré tout, même s'il existe des marges de pauvreté partout dans nos pays, de marges de pauvreté qui s'accroissent, par rapport au XIXe siècle, ces marges de pauvreté ont quand même très fortement décru. Donc c'est un peu sécurisé. Et puis, surtout, c'est une précarité qui, je dirais, pour utiliser un terme sur lequel ma collègue va sans doute dire des choses beaucoup plus sérieuses que moi, accompagné. Vous n'êtes pas seul dans la précarité. C'est quand même important, puisque c'est ça, l'accompagnateur, c'est celui qui montre le chemin. Arrêtez. Donc voilà pour ce qui est le deuxième. Troisième et dernier élément de changement et facteur de changement. Alors là, on est un petit peu dans le concept, excusez-moi, comme je dis, je suis universitaire, l'individuation, donc les sociologues, certaines sociologies, qui a développé cette idée qu'après des millénaires d'humanité vivant en société, eh bien, nous serions arrivés donc, dans une société d'individus, et donc arrivés à ce processus d'individuation. L'individu commence à se composer en quelque sorte, ce qui renvoie à quelques idées sur lesquelles je passe rapidement. La mise en crise de tous les processus de transmission, ce qui ne veut pas dire qu'ils disparaissent pour autant, mais il y a quelque chose qui se passe plus tout à fait bien de ce côté-là. C'est ce que j'appelle la perte de légitimité des modèles d'éducation, de formation, d'apprentissage. Et puis surtout cette idée, j'avais dit que j'y revenais, ce que certains sociologues appellent maintenant l'épreuve d'être soi, et peut-être plus simplement la fin de l'âge adulte, c'est-à-dire le fait que nous sommes des éternels adolescents, avec tout le complexe de Weimar qu'on connaît, c'est-à-dire cette espèce de lutte interminable, puisque c'est la fin de l'âge adulte, pour essayer de construire quelque chose contre soi et contre tous ceux qui, autour de nous, voudraient nous montrer notre chemin. Et c'est peut-être autour de ces trois éléments d'individuation que se situe, à mon sens, à mon avis plutôt, le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui, aussi du côté de la sociologie et de la philosophie, la quête de reconnaissance. Thème de la journée.